Espace 50 vous souhaite une bonne année 2015. Magazine. Bienvenue à tous et merci de nous recevoir chez vous. Un autre nouveau numéro de décryptage. L'actualité en République démocratique du Congo intéresse énormément les acteurs politiques. Aujourd'hui, nous recevons Médard Moulanga Lwakabwanga. Il était député et ministre honoraire. Il est président de l'Union pour la majorité républicaine. Il est notre invité dans cette émission. Bienvenue. Merci, M. Floride. Est-ce que ma présentation vous va ou vous avez quelques éléments d'information sur votre personne? Juste une précision, c'est Moulangala. Moulangala, c'est ça. Voilà. Mais en dehors de ça, je dois dire que notre parti a été associé au conclave de l'IMT, a pris part aux concertations nationales, a évolué avec l'opposition républicaine. Donc, au conclave de l'IMT de 2013. Oui, nous étions présents, nous avons participé à ce conclave, nous avons participé ensuite aux concertations nationales. Et à partir de là, je crois que nous sommes dans une vision qui est celle de dire nous devons rechercher à bâtir un consensus sur les principales questions qui concernent notre pays. Alors, profitons-en, parlez également de ce conclave auquel votre parti a participé. Mais quelles étaient les résolutions finales ou les recommandations issues de ce conclave? Les principales, vous les connaissez. Il y avait l'enjeu qui était lié à la révision de la Constitution pour un troisième mandat. Cela, nous l'avions rejeté et au conclave et aux concertations. Donc, de ce point de vue-là, les partis politiques qui avaient pris part à ces deux grandes assemblées ont évolué dans le sens de ce que souhaite la majorité de Congolais, à savoir le respect des textes, le respect de la Constitution, le respect des délais constitutionnels. Donc, pour moi, aujourd'hui, je constate que 2014 a consacré finalement le fait que, pour l'ensemble de la classe politique congolaise, il est hors de question de modifier la Constitution pour un troisième mandat au président actuel. Donc, là-dessus, au moins, c'est une avancée majeure. Alors quand même, vous avez exigé qu'il y ait un recensement avant l'organisation ou la tenue des élections législatives et présidentielles. Ça, vous l'avez exigé au cours de ce conclave. Je crois que vous l'avez demandé. Non, la question du recensement n'est pas nouvelle. Rappelez-vous, depuis la CNS, on en avait parlé. Au dialogue intercongolais en Afrique du Sud, elle est revenue sur la table. Donc c'est une question qui est là parce que dans le pays aujourd'hui, nous ne savons pas qui est qui. Nous ne savons pas très bien combien nous sommes. Et il y a différentes provinces, je prends la province orientale avec les Mbororo, nous ne savons pas exactement ce que nous sommes, et identifier la population était nécessaire et indispensable. Or, dans l'opinion de la plupart des opérateurs politiques, il apparaît que cette opération voulait être utilisée, je dis bien voulait, ou bien voudrait être utilisée pour prolonger de manière indue le mandat du chef de l'État. Donc c'est ça la crainte qu'il y a, où les gens pensent qu'on va retarder au maximum le recensement pour que le pouvoir en place puisse persister. Écoutez, M. Fleury, allez-y. Nous avons déjà, aujourd'hui, il faut le dire, nous avons déjà les assemblées provinciales, nous avons déjà le Sénat, et par extension, les gouvernements provinciaux qui sont hors délai. Pourquoi voulons-nous chaque fois aller avec des pratiques qui, comment dirais-je, qui réduisent ou qui ont un impact négatif sur la légitimité des institutions? Donc cette question-là a été débattue hier, j'ai vu avant-hier au Sénat, avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'application, et je pense que le Sénat va être responsable pour qu'on arrive à proposer une solution qui ne embarrasse personne. Mais j'ai cru comprendre, je dis bien, j'ai cru comprendre que le recensement n'était pas un préalable à la tenue des élections.
Si tel est le cas, il n'y a pas de difficulté, Mais justement, sauf une seule et une qui est majeure. Laquelle? Mais, Monsieur Floride, aujourd'hui, la composition de l'ONIP, enfin, elle est totalement monocolore. Et je pense que dans l'esprit du consensus que nous avions dégagé aux concertations, il est indispensable. Il fallait que tous les partis politiques et les forces vives soient représentés. Il faudrait quand même qu'il y ait une ouverture de ce côté-là pour garantir un bon suivi de la manière dont les choses sont en train de se faire. C'est une revendication, à mon avis, tout à fait légitime et qui correspond aux sensibilités de l'heure qui disent quoi? Cherchons le consensus pour aller de l'avant, pour évoluer. Par rapport à la loi électorale, votre crainte tient lieu de quelle réalité? Parce que le gouvernement ne s'est jamais exprimé pour dire que nous allons améliorer, apporter des amendements à la loi électorale pour prolonger les mandats. Monsieur Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, l'a dit. Il n'y avait aucune raison d'avoir peur. Votre crainte tient lieu de quelle réalité? Partons des faits. Allez-y. Quels sont les faits? Nous avons constaté depuis 2013-2014 des tentatives, des idées avancées par des leaders de la majorité présidentielle tendant à faire réviser la Constitution. Nous avons tous suivi cela. En 2014, heureusement, il y a eu, je crois, 4 ou 5 événements qui ont accéléré un peu la décision à ce sujet. Lesquels? Nous sommes retrouvés tous à Washington à suivre le sommet USA-Afrique. Je crois que là, notamment, la question a été clairement dite que ce n'est pas souhaitable. Parce que ce changement de mandat n'apporte rien comme solution au problème du quotidien. Par la suite, nous avons suivi nos frères burkinabés qui ont fait une démarche qui a abouti à ce que nous tous, nous savons. Au Burundi, voisin, le Parlement a refusé, d'une voix, je crois, le changement de constitution. Oui. Donc je crois tout cela, l'environnement africain, l'environnement international, l'environnement en Afrique centrale, le climat dans le pays, les idées partagées par les forces vives, les forces politiques, tout cela nous a amené à conclure que ce changement, de cette manière, n'est pas opportun, et Dieu merci, il est derrière nous. Donc il y avait un climat qui est une réalité, où il y avait une suspicion entre les forces politiques. Cette suspicion a été augmentée par quoi? Il semble qu'à l'Assemblée, je n'y siège pas, un texte de loi avait été proposé par un député national. Ce texte sur une loi électorale revient en plénière, apparemment, je dis bien, je n'ai pas suivi, avec des tripatouillages. Mais écoutez, cela vicie le climat de travail. Deuxième élément, le texte est donné finalement dans des conditions un peu particulières de précipitation et doit être voté durant une journée déclarée chômée à la mémoire du héros national. Qu'est-ce qui devait précipiter une telle démarche? Donc, le climat au départ a un peu créé des conditions d'une mésentente entre l'opposition et la majorité. Mais vous étiez déjà en train de décrier ça bien avant même la tenue de cette plénière qui a été tenue le jour à une journée fériée. Vous le décriez déjà bien avant. Le fait, c'est qu'il y a cette crainte. On vient de... Monsieur Floride, nous venons de très loin. Rappelez-vous 2011 des élections. Catastrophe, à tout point de vue, décriée par tous les observateurs nationaux et internationaux. Voilà d'où nous venons. Nous voulons aller vers quelque chose de mieux. Alors tout ce qui apparaît comme étant une manœuvre ou autre chose de nature à vicier le processus, il n'est que normal qu'il y ait un effet de bouclier. Mais quelque chose de mieux, c'était apporter des amendements par rapport à la loi électorale qui n'a peut-être pas produit un processus électoral antérieur souhaitable, louable, d'où il était important quand même d'apporter ces amendements. Les amendements sont toujours utiles quand ils servent une cause juste et une cause noble. Ici, je dis bien, je n'ai pas siégé, je ne siège pas à l'Assemblée. Il y a eu le sentiment, d'après ce que j'ai entendu, des déclarations des amis et collègues qui siègent là-bas, il y avait cette crainte d'une manipulation, d'où ils l'ont exprimé à leur manière. Donc, et vous, en tant qu'analyste, oui, vous-même en tant qu'analyste, moi-même comme acteur, je dirais qu'on ne peut pas empêcher les forces politiques d'exprimer leur point de vue. On ne peut pas empêcher le peuple de s'exprimer lorsqu'il a une préoccupation. On ne peut pas le faire. Parce que la liberté d'expression existe, et bien sûr cadrée par la loi, je suis d'accord.
Mais ils ont exprimé un point de vue qui est le leur et que je respecte. Le point de vue, quand vous pensez point de vue, quand vous faites allusion au point de vue, vous parlez à la marche. Je dis il semblerait, je ne voudrais pas, avant qu'il y ait une enquête ici, on va y revenir, Oui. prendre une position définitive. Oui. Je dis simplement qu'on a eu des faits qu'on a constatés. On a constaté que la population s'est mise debout, la population a protesté, c'est son droit le plus strict. Qu'est-ce qui est dommage? Et là, il faut le dire, il y a eu des pertes en vie humaine importantes, tant du côté de la population que du côté des forces de l'ordre. Exact. On doit s'interroger, mais pourquoi, pour une telle manifestation, on doit employer des armes létales? Pour quelle raison? Contre un peuple qui n'a pas d'armes, on doit se poser la question. On doit s'interroger sur le pillage. Pourquoi encore piller aujourd'hui? Le pillage a eu lieu en 91, 93, 97. Les conséquences, vous les connaissez. Le chômage, le manque d'investissement, le manque d'emploi. C'est pas le pouvoir qui a pillé, ce sont les manifestants. Je dis que nous sommes des responsables politiques, nous devons assumer toutes ces questions-là et dégager la solution appropriée. Et je dis quoi? À ce stade, je ne voudrais pas condamner qui que ce soit. Oui. Je voudrais dire simplement qu'on fasse une commission d'enquête indépendante, avec la MONUSCO, pourquoi pas, parce qu'elle était sur le terrain, elle a observé, et qu'on dégage des responsabilités. Je ne voudrais exclure personne de ses responsabilités, mais je voudrais dire que cela doit être fait à l'issue d'une enquête sérieuse, inclusive, et qui peut nous montrer ce que chacun aurait pu faire. Monsieur Médard, lorsque un des chefs de file de l'opposition, à la personne de Vital Kamerhe, déclare sur les antennes de RFI, nous allons nous opposer, nous allons affronter Monsieur Kabila et nous attaquer au symbole de la nation. C'est incendiaire, ça. Je crois qu'il faudrait qu'il s'explique après cette déclaration, c'est normal. C'est un homme politique, il a fait une déclaration qu'il devrait assumer. Mais je pense que si je lis bien dans ce que je crois lire dans sa pensée, c'est une volonté de demander à ce que ces questions-là puissent faire l'objet d'une discussion ou d'un débat, puisque jusqu'à présent, quel est le problème? Mais le débat, ça se passe à l'Assemblée nationale. Écoutez, le débat, le dialogue, ça se passe à l'Assemblée nationale. Monsieur Fleury, nous n'allons pas revenir à mauvaises élections et la légitimité de cette institution. Je ne veux pas y revenir. Ce débat, nous sommes tous d'accord. Nous savons que ce qui a été fait, nous le supportons, nous avançons avec cela. Mais si déjà il y a la loi est faite pour tout le monde, la loi n'est pas faite pour un seul groupe, ni contre un groupe. On avait le sentiment peut-être que la loi était faite contre un groupe, d'où les réactions. Mais je pense que cela étant dit, il est important que les acteurs politiques assument leurs responsabilités, mais je le dis bien, qu'on ne voudrait pas qu'il y ait des préjugés, parce qu'on peut aussi dire que comment se fait-il que les militaires ont tiré à balles réelles? C'était intentionnel? Qui voulait ça? Pour quel intérêt? Non. L'enquête d'abord. L'enquête impartiale. L'enquête inclusive, à l'issue de laquelle on pourra prendre des décisions qui s'imposent, chacun ayant eu le droit, ayant eu l'occasion de se défendre, s'il y a lieu, il se défende. Voilà notre démarche républicaine. Il faut faire cela pour rassurer toutes les parties prenantes à ce qui se passe aujourd'hui. Manifester au sein des bâtiments du Parlement est un acte, est une violation de la loi. Écoutez, il était du devoir du pouvoir, de la majorité, de défendre les abords du Parlement avec un dispositif sécuritaire. Il y a une violabilité du Parlement. Je crois que moi-même j'ai été là quand on a voté la loi. Je ne peux pas la renier. Bon, on doit aussi traiter avec la réalité. C'était l'objectif des manifestants. Non, nous semblons ici dire quoi? Nous semblons ici oublier que on se focalise sur la loi électorale comme motif de la colère exprimée par les citoyens. Il n'y a pas que ça, mon frère. Il y a quoi d'autre? Mais il y a le problème du quotidien, il y a les problèmes sociaux, il y a les problèmes de l'emploi, du chômage. Voilà les vraies questions qu'on doit résoudre pour les citoyens. Et ces questions, malheureusement, malgré les embellis qu'on nous a présentés, ne sont pas ressenties par la majorité d'entre nous. C'est ça aussi le débat qui est posé. Je crois qu'il faut voir dans cette manifestation, c'est un appel du peuple à ce que les problèmes soient réglés. L'occasion a pu être peut-être la loi électorale, mais dans le fond, lorsque vous interrogez les Congolais, vous allez dans le Congo profond, c'est ça la préoccupation, et on doit y faire face. Donc, moi je dis simplement, et je répète, que ce soit bien compris, l'enquête va pouvoir déterminer les responsabilités. Avant cela, je n'oserais pas me prononcer. Mais je demande simplement, c'est que la justice soit appliquée de manière équitable
à toute personne qui serait concernée. En tant qu'acteur politique, est-ce que vous condamnez-vous ces actes de pillage enregistrés dans la capitale congolaise? Mais naturellement que je condamne. Je condamne et je dois dire que ce sont des actes très graves parce que on a vécu un pillage ici en 91, le 20 ou 21 septembre 91. J'étais au gouvernement, je m'en souviens très